Bon, bonjour à tous. Merci d'être là. Il y a des gens qui ont voyagé de loin ou de moins loin pour être là, mais merci. C'est vraiment un honneur d'être ici ce matin. Moi, je m'occupe de la recherche au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Donc, depuis il y a quelques années, là, il y a une enquête qui a été commencée et les résultats de cette enquête-là ont été publiés en décembre, là. C'est vraiment une enquête qui a été faite là, un peu partout au Québec, dans les villes, parce on le sait, là, on n'a pas beaucoup de données scientifiques là, sur les réalités, les besoins des Autochtones dans les villes. Je vais vous présenter aujourd'hui là, les résultats de cette enquête-là, mais pour les femmes, donc les femmes qui ont participé à cette enquête-là. Donc, ça donne un petit portrait là, des réalités, de la diversité et des besoins et des réalités des femmes autochtones qui se retrouvent en ville. Voilà le titre de la présentation. Rapidement, là, pour ceux qui ne connaissent pas le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le regroupement existe depuis plus de 40 ans. Et c'est vraiment, c'est vraiment difficile d'avoir ça derrière, peut-être je devrais aller et c'est vraiment l'association provinciale là, de tous les centres d'amitié autochtones du Québec. C'est une association provinciale parmi toutes les associations provinciales au Canada. Donc, il y en a 7 au total. Et puis c'est ça, depuis quelques années, là, le regroupement a été impliqué, a participé à des projets de recherche et de plus en plus, là, mon poste explique là, un peu ça aussi, mais on est en train vraiment de construire, de renforcer les capacités en recherche là, au sein du mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec. Les centres d'amitié autochtones du Québec, là, c'est vraiment des organisations communautaires autochtones qui sont situées dans les villes. C'est des organisations complètement autonomes, là, donc ils choisissent de faire partie du regroupement des centres d'amitié, mais ils conservent vraiment une autonomie, puis c'est vraiment, ils ont chacun des conseils d'administration, des assemblées des membres, donc un centre d'amitié démarre vraiment à la demande d'une communauté, d'une collectivité autochtone là, qui a envie d'avoir un carrefour de services en ville pour les Autochtones, un milieu de vie, lieu de rencontre, un point de rassemblement pour les Autochtones dans une ville. Puis ça devient aussi vraiment un lieu d'ancrage culturel là, dans la ville pour les Autochtones. Donc, présentement, il y a des centres d'amitié dans 13 villes différentes au Québec. Il y en a 11 qui sont affiliés au regroupement des centres d'amitié autochtones. Et puis, bien là, vous voyez sur la carte là, les villes où sont les centres d'amitié, puis aussi toutes les communautés autochtones là, du Québec, par nation, par couleur. Donc, c'est sûr que dans chacune des villes, les besoins, les réalités sont très différentes. Il y a des villes qui sont en régions plus éloignées, il y en a d'autres qui sont des grands centres urbains, etc. Là. Donc, il y a une diversité parfois de nations qui se côtoient aussi à l'intérieur d'un centre d'amitié. Donc, ça amène des particularités en milieu urbain qui sont intéressantes puis qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le contexte, en général, là, on le connaît, mais c'est ce que je viens de vous dire. On sait que la présence autochtone dans les villes, bon, elle a quand même une profondeur historique, mais elle est en croissance. Il y a de plus en plus d'Autochtones dans les villes. Mais c'est vraiment une situation qui est mal connue. Il y a encore très peu de données. C'est difficile de bien comprendre là, cette réalité-là. Puis de bien comprendre aussi que les gens, ils bougent, là. En fait, c'est ça. Dans le fond, la population autochtone, de ce qu'on sait au Québec, c'est que c'est une population jeune. C'est aussi des familles un peu plus nombreuses en moyenne. Ils ont une plus grande mobilité aussi. Donc, c'est pas parce que tu habites temporairement ou de manière permanente en ville que tu n'as pas des liens très forts avec ta communauté. Et l'inverse peut être vrai aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de différence là, ou de murs et de frontières entre être sur la réserve et en dehors de la réserve. Là, la réalité pour les individus, c'est leur expérience de vie, elle se fait à travers, là, entre les deux, entre la ville, les communautés.
Et puis, bien, il y a une croissance démographique importante de la population autochtone, puis encore plus en milieu urbain, là, si on se fie aux données de Statistique Canada. Donc, voilà. Dans le fond, la recherche là, dont je vous parle, elle a été publiée. Vous pouvez y accéder en ligne sur le site du regroupement. Vous allez avoir les instructions plus tard. Moi, je vais vous présenter les données relatives aux femmes. Donc, voilà. L'enquête, elle s'est faite en 2016 et 2017. Il y a un questionnaire qui a été distribué à plus de 1700 adultes autochtones dans 13 villes du Québec. Et sur les 1700 adultes, il y avait 1021 femmes. Donc, on n'a pas cherché à aller chercher plus de femmes, mais il y a beaucoup de femmes impliquées en ville, en milieu urbain, là. Donc, c'est un portrait qui était très féminin au départ. Donc, on a décidé de quand même aller voir les données relatives seulement aux femmes pour pouvoir avoir une idée, un portrait là, des réalités des femmes autochtones en ville. Il y a aussi eu des groupes de discussion qui ont été tenus dans quelques villes. Comme on a un grand échantillon, là, plus de 1700, il y a quand même une précision assez bonne des données, là. À ce jour, il n'y a pas eu de plus grand échantillon que ça de population autochtone urbaine là, dans des travaux de recherche. Donc, même si c'est très... il y avait juste 82 questions, là, il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas aller chercher, puis on peut toujours aller chercher davantage là, en écoutant les gens parler directement de leur vécu. Mais ça donne quand même une bonne idée. Puis pour les gens qui connaissent bien les réalités autochtones, personne ne va tomber en bas de sa chaise en voyant les résultats de ces données, de cette recherche-là, parce que c'est des choses qu'on sait. Par contre, ça donne, avec la grandeur de l'échantillon, là, ça donne comme une preuve ou des données un peu probantes qui démontrent là, la diversité des réalités, l'ampleur des besoins qui peuvent être rencontrés là, en milieu urbain. Rapidement, là, dans le fond, les femmes ont répondu, qui ont participé au sondage. Elles ont participé dans 13 villes différentes. Puis en général, dans presque toutes les villes, il y avait plus de femmes que d'hommes là, qui ont participé. Voilà. Donc, elles étaient dans les 13 villes, Val-d'Or, Trois-Rivières, Shawinigan, Sept-Îles, Sainte-Terre, Saguenay, Roberval, Québec, Montréal, Maniwaki, La Tuque, Joliette et Chibougamau. Là, je ne sais pas à quel point vous voyez bien jusqu'ici, mais je vais vous parler un petit peu là, des données. En fait, là, donc, l'échantillon de 1021 femmes qui ont répondu au questionnaire, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, la présence en milieu urbain, il y avait vraiment des questions. On a l'impression peut-être que les Autochtones en milieu urbain, c'est des gens qui viennent juste d'arriver en milieu urbain. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont juste de passage en milieu urbain aussi. Environ 10 % des femmes étaient seulement de passage, donc peut-être pour venir chercher des services. Ensuite, il y en a qui étaient là depuis moins d'1 an, 14 %, 21 % entre 1 et 5 ans. 36,7 % étaient là depuis plus de 5 ans et 16,8 % là, sont des femmes qui ont toujours vécu en ville. Donc, ils n'ont pas vécu sur une communauté de manière comme lieu de résidence. Donc, ça donne une idée aussi de comment c'est complexe, là, les réalités urbaines. Il n'y a pas juste une sorte d'Autochtone, on le savait déjà. En plus, il n'y a pas juste une façon d'être autochtone en milieu urbain. Il y a différents motifs pour lesquels on peut se rendre en milieu urbain. Puis il y a des gens des fois, il y a des familles où c'est la 3e génération là, qui vivent en milieu urbain. Là, donc, voilà. Pour les nations, notre échantillonnage était très Innu, était très féminin et très Innu. Là, 40 % des femmes qui ont répondu étaient Innu. Il y a aussi beaucoup d'Atikamekw. Mais ça reflète aussi les réalités des villes où on a fait le sondage. C'est les villes où il y a des centres d'amitié. Puis dans les centres d'amitié aussi, là, il y a beaucoup Innu, Atikamekw qui fréquentent les centres d'amitié. C'est sûr que pour les communautés pour les Autochtones qui ont leur propre communauté très près des milieux urbains, bien, ils peuvent aller chercher des services puis avoir un lien avec leur culture très près, à proximité de la ville. Ils ont peut-être moins le besoin d'aller vers les services là, dans un centre d'amitié. Donc, Innu, Atikamekw, après les Algonquins, Cris, puis ensuite là, d'autres nations. Toutes les gens qui ont participé étaient soit d'une Première Nation ou Inuit.
Ceux qui sont dans la catégorie haute, c'est qu'ils étaient de Première Nation en dehors du Québec, là, donc on ne les a pas répertoriés, là. Surtout ceux de Montréal. Ensuite, pour les groupes d'âge, là, ben, ça montre qu'il y avait vraiment une diversité aussi au niveau des âges, là. La moyenne d'âge de 35 ans, mais en fait, il y avait des femmes très jeunes et des femmes plus âgées qui ont répondu au sondage. Pour la situation personnelle, ça, pour nous, ça n'avait pas été une surprise, mais des fois, quand on monte les données, là, il y en a qui sursautent un peu. Donc là, on a des données aux études. Premièrement, presque un tiers des femmes adultes qui ont répondu au sondage étaient aux études. Là, ça veut dire soit étudiantes au collégial ou au niveau universitaire ou à l'éducation aux adultes ou en formation professionnelle. Environ un tiers aussi était en emploi, puis un autre tiers, il était sans emploi et pas aux études. Donc, on a vraiment cette répartition-là. Donc, une très, très grande proportion d'adultes aux études. Ça, c'est très frappant. Puis aussi, comme seulement un tiers est en emploi, là, on peut aussi penser à peut-être des situations financières un peu plus précaires, là, si tu es soit sans emploi ou aux études, là. L'état civil, je l'ai mis là, la plupart étaient soit célibataires, conjointes de fait, là. Voilà. Pour le revenu, c'est vraiment un pourcentage. Si on regarde en bas de 20 000 là, on a plus de 60 des répondantes ont un revenu pour leur ménage moyen en bas de 20 000 Donc, ça fait vraiment pas des niveaux de revenus très élevés. Pour le niveau de scolarité, les femmes se distinguaient beaucoup des hommes dans le questionnaire. 45 des femmes qui ont répondu ne détenaient aucun diplôme, mais pour les hommes, c'était un petit peu plus élevé, en fait. Et même chose pour les 11 de femmes qui détenaient un diplôme d'études universitaires. Pour les hommes, c'était vraiment juste de 4 Donc, voilà. Il y a aussi des enjeux avec l'accès aux études, là, vraiment. Pour les faits saillants, parce que c'est sûr que je ne vais pas vous parler de toutes les données, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de femmes inoues. C'est un peu un biais, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes inoues en milieu urbain aussi. 15 des femmes n'avaient jamais vécu sur une réserve. C'est un petit peu plus élevé que le nombre d'hommes, là, qui était juste à 12 Pour la scolarité, je l'ai dit déjà, là, les femmes étaient plus nombreuses à détenir un diplôme universitaire. Puis il y avait aussi une proportion plus importante de femmes qui étaient présentement aux études. Au niveau de la justice, là, parmi les nombreuses données qui étaient intéressantes, là, un tiers des femmes, à la question « Avez-vous déjà été victime d'un acte criminel? » Un tiers des femmes ont répondu « Oui ». C'est un petit peu plus élevé que les hommes, là, qui étaient à 26,7 mais ça, c'est sûr que c'est une réalité dont il faut tenir compte, là, une personne sur 3. Ensuite, en emploi, les femmes étaient plus nombreuses en emploi précaire, moins nombreuses dans les métiers traditionnellement masculins. Ça ressemble à... Il n'y a pas de grande surprise. Ensuite, c'est sûr qu'il y avait tout un volet des questions qui concernaient, là, on était en préparation vers la... il y avait la commission Vient. Nous, il y avait un peu de pression aussi pour aller documenter là, les interactions avec les services publics. Donc, on posait tout un tas de questions sur est-ce que les gens ont utilisé les services publics, quel type de service, pourquoi. Parmi les gens qui ont dit qu'ils avaient été chercher des services de dépannage alimentaire, 78 des gens qui ont répondu « Oui, j'ai été chercher des services de dépannage alimentaire » étaient des femmes. Ça ne veut pas nécessairement dire que les femmes autochtones sont en situation financière plus précaire quand ils sont en milieu urbain, mais certainement qu'ils vont chercher des ressources puis qu'ils ont peut-être les responsabilités de la famille là, dans une proportion peut-être plus importante. 15 de l'ensemble des répondantes avaient déjà fait une demande de service liée à une problématique de violence, soit violence conjugale, violence familiale, violence sexuelle. Donc, 15 des 1021 femmes avaient déjà été faire une demande de service directement dans les services, dans les services publics québécois
en lien avec une problématique de violence. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de tenir compte. Surtout que pour les hommes, c'était seulement 5 là. Donc, il y a vraiment une plus grande proportion de femmes là, qui avaient des besoins en lien avec la violence. Puis les responsabilités familiales, c'est vraiment quelque chose aussi qui ressortait. On demandait aux gens s'ils avaient déjà fait des demandes de services pour leurs enfants. 24 des femmes avaient déjà fait une demande en santé, services sociaux pour un de leurs enfants. C'est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Ça montre que les femmes autochtones ont peut-être plus sur leurs épaules les responsabilités familiales. Même chose en éducation, là, pour des services spécialisés en éducation. C'est sûr que ces données-là donnent un portrait très chiffré. Dans la réalité, nous, par exemple, au sein du mouvement des centres d'amitié autochtones, c'est un mouvement très féminin. Il y a énormément de femmes autochtones qui s'impliquent à plein de niveaux dans les communautés, en dehors des communautés. Mais au sein du mouvement des centres d'amitié, ça paraît énormément. Là, on voit des équipes de centres d'amitié. C'est souvent beaucoup de femmes et beaucoup de femmes autochtones. Ici, on a le centre d'amitié du Lac-Saint-Jean où, c'est une équipe entièrement féminine. Mais ça, c'est comme ça à l'échelle du Québec. Là, on a beaucoup, beaucoup de femmes, un beau leadership de femmes autochtones. Puis les centres d'amitié peuvent être une voie là, pour exprimer ce leadership-là puis l'activer. Mais il y en a plein d'autres. Et les données chiffrées que je vous ai présentées, c'est sûr qu'elles sont intéressantes pour qu'on sache de quoi on parle. En même temps, il y a une diversité incroyable de nations, de langues. Donc, il faut quand même... c'est important de retourner à la parole là, des femmes autochtones elles-mêmes qui ont des parcours très différents, qui ont des expériences, des vécus. Donc, par exemple, les autres représentatrices là, vont pouvoir vous parler là, de d'autres dimensions beaucoup plus en profondeur que ces données-là. Et voilà, je vous avais dit que je vous laisserai la source, là, si jamais vous avez envie d'aller chercher les résultats directement là, de ces travaux de recherche-là. J'ai quelques copies avec moi en français et en anglais. Si vous avez envie, ça me fait plaisir de vous le donner. Puis sinon, il est en ligne là, sur la page. Puis il y a vraiment une section qui présente les données relatives spécifiquement aux femmes. Donc voilà, je vous remercie énormément.